Alors, je suis chirurgien orthopédiste pédiatre à l'hôpital de Tours et responsable du centre constitutif CEMAVEM. Donc, c'est un centre pédiatrique qui a pour but donc de organiser la prise en charge de ces pathologies sur tout le Grand Ouest. Alors, comment ça fonctionne? Alors, comment on se met en pleine page? Ah oui, d'accord, les tempêtes. Alors, le titre de ma présentation, c'est « Nouveaux implants ». Et vous voyez que on a fait des progrès dans leur design, même tellement de progrès, car maintenant c'est vraiment une industrie avec tout son côté un petit peu marketing. Hein, et donc vous voyez des vis qui sont très bien dessinées. Ici, ça sont des cages pour mettre entre des corps vertébraux. Ici, des systèmes de réduction pour des scolioses. Hein, et donc vous voyez que tout ça s'est beaucoup développé depuis une quarantaine d'années. Et ça a été vraiment un essor de la chirurgie rachidienne. Alors, ça s'est développé parce que c'est quelque chose de très important en termes financiers. Hein, et le marché de ces implants, alors pas que chez l'enfant, hein, enfant, adulte, c'est à peu près 40 milliards de dollars par an dans le monde. Hein, donc c'est pour ça que les industriels se sont beaucoup intéressés à ces implants et les ont développés. Alors en pratique, ça s'est bien développé, mais il faut rester humble, hein, et on reste quand même sur les principes de... alors, comment ça fonctionne? Bon, on va reprendre. Ouais. Je les ai dénoncés. Hein. On n'a pas... Là, ça fonctionne. Bon, je ne vais plus toucher à rien. Hein, et on va essayer d'avancer comme ça. Alors, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de progrès dans le design des implants, dans leur sécurité, dans leur fiabilité. Mais pour ceux peut-être d'entre vous qui ont eu des tiges de Harrington dans les années 70-80, ça fonctionne toujours très bien. Et finalement, ce sont les mêmes principes, hein, à savoir des tiges et des crochets. Donc ces principes de Harrington, ils ont été un petit peu améliorés dans les années 80. Et là, il faut dire que c'est une évolution française du système Harrington qui s'appelle le CD, pour l'initiale de Cottrell et Dubousset, qui sont deux chirurgiens français. C'est une histoire assez intéressante pour ceux qui veulent la lire, hein, justement, à cause d'un handicap, hein, un chirurgien qui faisait du Harrington a dessiné et s'est aidé du professeur Dubousset, qui était un jeune chirurgien à l'époque, et a refait sa vie en redessinant des implants. Et vous voyez ici sur le manuel de l'instrumentation, hein, vous avez toujours des crochets, des vis, comme ce que je vous ai montré. Alors elles sont un peu plus volumineuses, les alliages sont moins performants, mais ça reste quand même le principe. Alors par contre, si vous regardez à droite une photo d'intervention dans les années 80, là on a changé, parce que c'était une chirurgie qui était très lourde, très invasive. Quand vous voyez les gants du chirurgien, ils sont pleins de sang. Hein, donc là, on a quand même progressé. Et ces progrès, elles ont été des implants, hein, mais surtout la sécurité de la chirurgie, avec la diminution des complications opératoires, la diminution du saignement, je vais vous en parler, du taux d'infection, des risques neurologiques et de la mortalité. Et vous voyez ici, c'est une méta-analyse, hein, qui date d'il y a une dizaine d'années, et on voit que en 2010, hein, la mortalité par ce type de chirurgie, alors là on comparait les scolioses idiopathiques et les scolioses neuromusculaires, toutes confondues, et on avait quand même un taux de mortalité qui était de près de 2%, hein, ce qui n'est pas négligeable après une chirurgie qui est une chirurgie fonctionnelle. Également, les progrès, on les a fait dans la compréhension des déformations et puis également dans les objectifs de la chirurgie, avec souvent une chirurgie plus précoce, avec également une amélioration des techniques chirurgicales, avec la réalisation d'ostéotomie. Alors ostéotomie, c'est un mot compliqué, ça veut dire simplement qu'on va couper l'os. Mais couper l'os, quand on coupe une vertèbre, ça veut dire que devant, il y a des vaisseaux, il y a les viscères,
Et puis également, il y a la moelle qui passe, les racines qui passent. Donc ça demande une certaine technique chirurgicale. Et puis également la chirurgie précoce avec l'utilisation de tiges de croissance. Donc ces complications, on les a diminuées avec une préparation préopératoire, donc notamment la renutrition des patients, l'utilisation d'érythropoïétine, sont les patients qu'on va opérer. On va les transformer en coureurs cyclistes d'il y a une quinzaine d'années, donc on va leur mettre une hémoglobine à 16 grammes, et ils vont partir à 16 grammes d'hémoglobine, donc on va pouvoir faire des chirurgies beaucoup plus invasives. La décontamination bactérienne, l'antibioprophylaxie qu'on va adapter spécifiquement aux germes que l'on retrouve dans les scolioses neuromusculaires. Et si on regarde la survie sans infection d'une chirurgie du rachis chez un spina bifida, si on regarde à une échéance de 10 ans, dans 60% des cas, il va y avoir une infection de cette chirurgie, à la fois à court, mais aussi à long terme, compte tenu des bactériémies qui vont passer régulièrement dans des bactéries qui vont passer régulièrement dans la circulation. Alors on va utiliser aussi le cell saver, les antifibronélétiques, et tous ces risques sont augmentés lorsqu'on va faire une fixation sacrée ou des ostéotomies vertébrales. Alors les ostéotomies vertébrales, là vous avez une photo. Le principe c'est que on va non seulement fixer, mais aussi on va corriger la déformation. Et les patients neurologiques, et notamment les patients qui ont un spina bifida ou un myéloméningocèle, qui sont souvent des patients paraplégiques, un paraplégique, s'il n'a pas un équilibre du tronc parfait, il va être en permanence obligé de se stabiliser avec sa main. Donc on va le transformer en triplégique. Donc il va falloir, avec des techniques chirurgicales, obtenir un équilibre parfait du tronc, à la fois sur la face et sur le profil, pour qu'il puisse se libérer et se servir de ses membres supérieurs. Pour que ces déformations soient bien corrigées et que cette correction soit pérenne, il va falloir se fixer au bassin. Et là, je vous ai montré en bas des exemples de fixation au bassin. Donc le but aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer qu'il y a une technique meilleure ou moins bonne que l'autre. Il y a différentes techniques de fixation au bassin. Et c'est tout l'essor de ces techniques qui ont fait les progrès de cette chirurgie. Alors, je vais vous montrer ici ce qu'on est capable de faire en chirurgie orthopédique. Vous avez ici un myéloméningocèle dans une forme très sévère, avec une syphose congénitale, qui pose des problèmes de station assise, qui pose aussi des problèmes de tolérance cutanée. Vous voyez cette bosse dans le dos qui entraîne tout le temps un conflit lors de la position assise. Et cette patiente a également aussi d'autres anomalies associées à son spina bifida. Elle a un myéloméningocèle dont il va falloir s'occuper. Elle a également une diastématomyélie. Vous voyez qu'ici sur le scanner du milieu, la moelle est coupée en deux et séparée par une cloison osseuse. Donc ces chirurgies, on a progressé, donc à la fois dans le matériel, mais aussi dans la réalisation de ces chirurgies où on va s'aider d'un chirurgien plasticien, d'un neurochirurgien pour réaliser ces chirurgies. Alors, vous voyez là la vue péropératoire. Vous avez ici un petit peu cette bosse de chameau, là, les vis qui sont mises en place, et vous voyez le résultat une fois qu'on a réalisé l'ostéotomie. Alors on a mis aussi, vous voyez, il y a une petite cage grillagée en avant qui va servir de soutien antérieur dans lequel on va mettre de la greffe. Vous voyez ici les vis, mais peu importe les vis, la marque des vis, le type de cage, le but c'est d'obtenir une fusion solide et une correction. On s'occupe également dans le centre de référence de malformations congénitales vertébrales et on a fait aussi donc des progrès dans la prise en charge avec des chirurgies beaucoup plus précoces, du fait de l'amélioration de l'anesthésie, des techniques chirurgicales, la façon dont on travaille. On a travaillé les orthopédistes beaucoup avec les neurochirurgiens, puis ils nous ont tellement bien appris que maintenant on arrive à se débrouiller tout seul et on arrive à faire les gestes dans le canal. Et vous voyez ici cette jeune fille qui à l'âge de 3 ans, on est capable d'aller lui retirer complètement une hémivertèbre qui entraînait un déséquilibre du rachis.
vous voyez la radiographie post-opératoire. Ce sont des vis qui sont miniaturisées, hein, qui font 3 mm de diamètre. C'est de l'instrumentation de précision. Également, une partie des chirurgies qu'on a développées, c'est les chirurgies qui vont préserver la croissance rachidienne. Vous voyez cette jeune fille qui a une dysplasie spondylocostale avec une agénésie de la paroi thoracique. On va lui mettre une tige de croissance qu'on va faire grandir progressivement avec le patient, hein, régulièrement, tous les ans, pour suivre la croissance. Alors pourquoi on ne fait pas de chirurgie définitive chez les petits-enfants, hein? C'est que il faut laisser à la colonne vertébrale son développement, hein, ne pas abîmer les zones de croissance, car la colonne vertébrale a un rôle de soutien des membres supérieurs et du tronc, mais également, hein, de soutien de la fonction respiratoire. Et quand vous avez des déformations importantes de la colonne vertébrale, et ça c'est une étude, hein, qui date de quelques dizaines d'années, hein, mais qui montre un petit peu le pronostic, hein, des déformations importantes de la colonne vertébrale. Et quand vous avez une déformation de la colonne vertébrale avec une capacité vitale qui va être inférieure à 50%, ben votre espérance de vie va être impactée, et de façon très importante, car elle va être de l'ordre d'une cinquantaine d'années. Donc le but de toutes ces chirurgies, ça va être, qui vont préserver la croissance, c'est de se battre pour avoir un segment thoracique qui va avoir au moins une vingtaine de centimètres de longueur, pour pouvoir laisser la place au développement de toute la cage thoracique et des poumons, pour assurer une bonne fonction respiratoire. La chirurgie précoce, on l'a développée également dans les déformations précoces du rachis associées aux anomalies neurologiques. Alors là, on va faire, comme ce sont des patients qui n'ont pas de tonus musculaire, hein, on va faire des montages plus rigides, plus solides, qui vont prendre le bassin. Et pareil, c'est le même principe, hein, avec un système qu'on va pouvoir faire grandir avec le patient. Donc là, dans ce cas-là, c'est simplement des petits connecteurs. Hein, donc on fait la première chirurgie où on va corriger une grande partie de la déformation. Et après, simplement, on va suivre tous les ans ou tous les 2 ans. On va s'adapter à la croissance de l'enfant. Et on va, avec une chirurgie mineure, hein, simplement rallonger les tiges. Alors ces systèmes d'allongement, hein, et ça ressemble un petit peu au système de sphincter automatique que vous avez montré ce matin, hein, ils peuvent être aussi faits à l'aide de tiges magnétiques. Alors le principe de ces tiges, hein, c'est, donc on va corriger la déformation, et les tiges, elles peuvent grandir. Alors elles peuvent grandir, et le mécanisme, c'est que vous voyez ici, il y a un système externe qui fait bouger un aimant. Alors un aimant, c'est un pôle nord et un pôle sud. Et dans la tige, il y a aussi un aimant qui a un pôle nord et un pôle sud. Alors vous êtes tous amusés avec 2 petits aimants quand vous étiez petits. Ben, quand vous bougez un aimant, vous faites bouger l'autre. Et le fait de bouger l'aimant qui est dans la tige, ben, ça va activer un moteur, hein, une vis sans fin, et ça va faire grandir la tige. Alors ces tiges magnétiques, hein, elles ont des bonnes indications. Elles ont des limites. Et quand on compare finalement aux tiges non magnétiques, si on regarde au bout de 4 ou 5 ans de traitement, le gain en termes de correction et en termes de réintervention n'est pas si important que ça, et même pour moi, dans mon expérience, pareil, car elles s'adaptent moins au profil rachidien, elles sont moins solides, elles peuvent se bloquer, hein, si on leur demande des efforts trop importants. Et puis à la différence des tiges standards qu'on peut en fin de programme laisser, là, il ne faut pas les laisser en fin de programme, car l'aimant, c'est un minerai, hein, qui peut passer dans la circulation, et le minerai qui compose l'aimant, hein, peut passer dans la circulation et avoir des conséquences hématologiques. Alors, vous voyez que ces améliorations, hein, en fait, elles sont dues à l'amélioration de la qualité chirurgicale, de la précision du geste chirurgical.
Alors ça, malheureusement, et moi personnellement je ne l'ai pas, mais ce qui va beaucoup nous aider, c'est la navigation péropératoire, le scanner péropératoire. On va mettre de façon beaucoup plus précise les vis, savoir exactement où on va faire nos ostéotomies. Et ça, je pense que vous avez un rôle aussi d'association de patients, en disant, ben voilà, il y a certains centres qui vont faire ces chirurgies très complexes. Alors, j'aime autant vous dire que quand on va faire une chirurgie, comme je vous ai montré au début, là, cette patiente, bon, bah, la nuit d'avant, on ne dort pas très bien, parce que c'est quand même des chirurgies assez lourdes, hein, qui vont durer 6-7 heures, qui sont assez, enfin, il faut le dire, hein, sont des chirurgies risquées, et d'avoir ces aides, hein, pour mieux placer nos implants, pour savoir exactement où on va faire notre ostéotomie, bah, c'est sûrement l'avenir. Et l'avenir va être dans cette précision et diminuer la morbidité du geste opératoire. Donc en conclusion, hein, bon, le matériel c'est une chose, mais c'est qu'une partie de tout ce qui s'est passé dans cette amélioration de la chirurgie du rachis. Donc avec la préparation des patients, l'anticipation des complications, l'expérience des équipes, chirurgie multidisciplinaire et avec des équipes rodées qui vont associer le chirurgien, l'anesthésiste, le réanimateur et les médecins de rééducation. Merci. Thierry, donc tu as évoqué le scanner opératoire et les potentiels évoqués. Comment est-ce que vous fonctionnez dans ton équipe pour le monitoring intraopératoire? Alors, bon, pour les patients de spina bifida, c'est relativement simple parce qu'il n'y a pas de conduction médulaire. Mais on a deux types de systèmes. On a un système qui est fait par un médecin électrophysiologiste, mais qu'on a à disponibilité simplement 2 matinées par semaine, et donc on va mettre les cas les plus compliqués. Et autrement, on fait nous-mêmes notre monitoring avec une machine qui s'appelle le NIM Eclipse, qui fait des potentiels évoqués moteurs, et pour des scolioses relativement souples, pas très graves, on le fait nous-mêmes, et il faut reconnaître que c'est un système qui marche quand même pas mal. Mais c'est toujours pareil, c'est comme les airbags dans la voiture. Le taux de complication dans une scoliose simple, il est de 1 sur 500. Donc pour l'instant, on n'en a pas fait 500 avec ce système-là. C'est comme les airbags de ta voiture. Tant que tu n'as pas eu d'accident, tu ne sais pas si ça va marcher. Monsieur Hafner. Merci, vraiment un grand merci pour votre présentation, parce que je pense que ça fait presque 10 ans qu'on n'entend plus parler d'orthopédie. Je ne sais pas ce qui se passe en France, mais on n'en entend plus parler. La question, je rebondis, c'est quand est-ce que dans le cadre de CEMAVEM, nous aurons la liste des équipes qui ont cette expérimentation et cette expérience-là, parce qu'il n'y en a pas, à ma connaissance, pas beaucoup en France. Alors, dans l'Ouest, c'est vrai qu'il y a un effet centre, et moi j'avais été formé au Canada il y a une quinzaine d'années, où ils avaient beaucoup ces patients, alors qu'il n'y en avait plus en France il y a 10-15 ans, de ces ostéotomies. Et donc j'en avais eu quelques-uns, quelques-unes de ces chirurgies au Canada. Et j'en avais fait quelques-unes à Paris, mais ce n'est pas des cas fréquents. Hein. Et c'est vrai que là, ça commence à fonctionner. Ouais. Ça commence à fonctionner, nous, dans le réseau, là. Parce que là, au mois de mai, je vais en opérer une avec le chirurgien d'Angers. Et pour donc, que... Réseau Grand Ouest. Ouais, réseau Grand Ouest, ouais. Et pas ailleurs pour l'instant. Mais si, ça sont des chirurgies que l'équipe de Trousseau, l'équipe de Robert Debray, de Necker sont tout à fait capables de faire à Paris. Et après, Lyon, Marseille, enfin les grosses équipes, ça savent faire ça. Merci. Ouais. Oui, Steven. Le micro. Pour les types de croissance, qu'elles soient mécaniques ou magnétiques, j'ai toujours posé la question de savoir comment on accompagne la croissance qui est continue par un ajustement discontinu des tiges, quoi. C'est-à-dire que à quelle fréquence on échange et mais alors, on s'adapte parce que la croissance, c'est pas quelque chose de linéaire chez un enfant. Un enfant, ça grandit beaucoup de 0 à 6 ans, de 6 à 10 ans, ça grandit pas tellement, et puis après, il y a une poussée de croissance à la puberté. Après, on voit très bien, on fait une radio tous les 6 mois, puis on voit la courbure qui se réaggrave. Et
puis donc du coup ça veut dire qu'il faut refaire une retente des tiges. Par à coup, quand on voit que ça... en gros ça grandit plus vite que la tige, on ajuste la tige. Bah, de toute façon, l'objectif c'est que le rachis continue à grandir. Donc l'objectif de ces tiges de croissance, c'est qu'on ait à les retendre. Parce qu'une tige de croissance qu'on ne retend pas, c'est une mauvaise indication, ou alors on a mal fait la chirurgie. En pratique, on le fait à peu près tous les combien? Par exemple, un enfant, ça dépend de c'est à peu près une fois par an, 1 an, 18 mois, ça dépend des périodes. Alors ces tiges, on essaye de les mettre le plus tard possible pour faire des systèmes où finalement on va mettre les tiges à l'âge de 8 ans, les retendre une fois à 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, faire 2-3 retentes, pas plus, arriver au système